François Henneman, bonjour. Bonjour Alors, Jean-Luc, on a quand bonjour même à des tous. événements importants là. Il s'est passé Ben quelque chose oui, hier je soir. pense que là, la France politique tremble un peu sur ses bases Ouais. et le résultat des élections, le fait que Ensemble n'ait pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale, va poser un certain nombre de problèmes à l'équipe gouvernementale Ouais. qui va d'ailleurs devoir se transformer pour aborder cette Ouais. situation. Alors, mais attends, deux secondes. Est-ce que c'était un peu attendu quand même qu'il n'y ait pas de majorité, solide, absolue, etc. De On le quoi on pressentait parle? un peu, non? Ce qui était espéré, en tous les cas, par la majorité en place, c'est d'obtenir cette majorité absolue conformément aux usages, puisque Logique des institutions. depuis la mise en place du quinquennat, les présidents de la République élus avaient, dans la foulée de la présidentielle, lors des élections législatives qui suivent de très près, une majorité absolue. C'était même le cas pour François Hollande, qui n'avait pas été exceptionnellement bien élu. Donc on voit bien que là, il y a une bascule qui se produit, un usage depuis les années 2000 bien installé avec la réforme du quinquennat est en train de s'effriter. Le président de la République et sa majorité vont devant les Français à l'occasion des élections législatives et n'obtient pas la majorité absolue rêvée, mais même une très faible majorité relative. C'est-à-dire, il va être contraint, le président de la République et son gouvernement d'ailleurs, vont être contraints à rechercher des majorités de circonstances que le gouvernement appelle déjà des majorités d'action, mais qui sont en fait des majorités de circonstances. Il devra trouver les élus nécessaires pour faire passer ces textes à l'Assemblée nationale. Ouais. Et mais alors, là, ouais. Non, mais est-ce que finalement, aujourd'hui, on avait déjà débattu avec vous cette histoire de tripartisation. Quand même, on a une confirmation qu'il y a 3 partis maintenant cette fois-ci. Oui, mais Je veux dire, c'est pas tellement anormal qu'un président qui est élu avec 28% des voix à la présidentielle, il fasse 245 députés. C'est pas si mal, c'est pas si dramatique. C'est plutôt logique, non, ces résultats. Mais Jean-Luc, vous êtes un Ouais. fin analyste politique et vous décrivez une situation. En fait, on a une assemblée qui ressemble à celle qu'on aurait pu obtenir avec la proportionnelle. C'est vrai. C'est-à-dire, ouais. Donc on a la tripartition à l'œuvre. Mais sur cette tripartition, vous savez bien que je ne suis pas un militant du constat de la tripartition. Ouais. Elle s'est produite à l'occasion de ces législatives, mais malgré ces presque 90 députés, c'est-à-dire 10 fois plus qu'il n'en avait dans l'Assemblée nationale précédente, le Front national est certes fort, mais dans la configuration politique actuelle et compte tenu de la campagne qu'il avait menée pendant les législatives, je ne pense pas que même fort de ces presque 90 députés, le Front national pèsera beaucoup dans le débat. On voit bien que la dynamique politique aujourd'hui est dans l'affrontement entre cette majorité de gauche, certes disparate et dont la solidarité et la cohérence n'est pas prouvée, mais qui est quand même l'ensemble qui domine dans la nouvelle Assemblée face à la majorité relative l'ensemble. Est-ce qu'il donc, domine vraiment? Est-ce qu'il domine? Bon, c'est une force considérable par rapport à ce que c'était avant, mais est-ce que c'est une domination? C'est pas une domination, ce sera une force d'opposition. La politique ne se résume pas à l'arithmétique. Ouais. Ce qui est en train de changer, c'est la nature du débat politique. Je l'ai déjà expliqué aux lecteurs de Réforme et dans une vidéo précédente. Ce qui change fondamentalement dans la nouvelle configuration, c'est la nature même du débat. Jusqu'à présent, en époque de bipolarisation, comme pendant le premier quinquennat, il était très facile à Emmanuel Macron de pourfendre l'extrême droite, sa démagogie, ses excès. Là, il va se retrouver avec une gauche assez forte à l'Assemblée, même si ce n'est pas un triomphe, on est d'accord, mais c'est quand même un succès, avec une gauche assez forte à l'Assemblée qui va poser des questions de nature différente de celle du premier quinquennat. Aujourd'hui, il va y avoir une pression sur la réforme des retraites, les inégalités sociales et tous les sujets sociaux qui ont miné le premier quinquennat quand Emmanuel Macron était accusé
d'être le président de la République, des riches et d'être celui qui faisait une politique favorable aux tranches les plus sociales, les mieux dotées de la société. Et là, le débat fondamentalement va changer. Il y a en France des préoccupations autour du pouvoir d'achat, autour du maintien de services publics de qualité à l'hôpital, dans les EHPAD, etc. Toutes ces questions vont revenir comme elles n'avaient jamais été sur le devant de la scène pendant le premier quinquennat. Et même si l'arithmétique est celle que vous décrivez, avec les réserves qui sont les vôtres, ça va changer profondément les discussions. Et indépendamment du fait, et ça a été évoqué tout à l'heure, qu'il va être très difficile pour la majorité actuelle, incontestable, mais relative, de faire passer ces textes dans le contexte qu'on vient de décrire. Ouais. Mais alors, tout ce que vous décrivez comme situation sociale, économique, politique, ça aurait suscité une participation forte. Alors que là, on a l'impression qu'il y a la moitié de la population qui est totalement désintéressée de ces initiatives. Il n'y a pas une mobilisation ni d'un côté ni de l'autre. C'est le deuxième. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'offre politique, pourtant diversifiée, comme on vient de le constater, avec des forces politiques, avec des discours et des projets assez radicalement différents, même cette offre diversifiée n'a pas réussi à mobiliser les Français. Si on dit les choses simplement et sommairement, un Français sur deux, plus d'un Français sur deux, a choisi de ne pas se rendre aux urnes. Ce qui, à mon avis, est quand même, malgré cette offre diversifiée, le signe d'une crise démocratique majeure en France. Si les Français ne se sentent plus à ce point concernés par des élections législatives avec de tels enjeux, parce que là, il y avait quand même quelque chose à gagner ou à perdre dans cette histoire. Oui, justement, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, par rapport à toutes les questions sociales, etc., si c'était aussi vrai que ça, les gens seraient mobilisés. Ils ne se mobilisent pas. Non, mais les questions sociales sont là, vous ne pouvez pas le nier, Jean-Luc. Je ne dis pas que le problème, les gens ne les prennent pas. Le problème, c'est que les Français ne croient plus la classe politique, toutes tendances confondues, en mesure de s'attaquer sérieusement aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Je pense que c'est inefficace. Ça, c'est quand même la signification d'un malaise démocratique, d'une perte de confiance dans les élus, et ça me paraît très grave. Et quelle que soit la configuration politique du prochain quinquennat, c'est une question qui concernera aussi bien la majorité en place, la majorité d'Emmanuel Macron, mais aussi les oppositions elles-mêmes auront à souffrir de ce désintérêt des Français pour les débats politiques. Alors, est-ce que le plus grave, ce n'est pas l'abstention massive des jeunes générations? Qu'est-ce que ça veut dire? Là encore, vous êtes un fin analyste, Jean-Luc. Je constate ce que tout le monde voit. Le vrai sujet, mais vous allez voir qu'on va se retrouver très vite au fil de la démonstration. Le vrai sujet, vous avez raison d'insister sur le désintérêt des jeunes, qui est dramatique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on leur transmet, qu'est-ce qu'on leur passe dans le jeu démocratique aujourd'hui, et c'est extrême. L'abstention est majoritaire, largement majoritaire chez les jeunes, et ça, c'est un vrai problème, mais elle est aussi très forte dans les classes populaires. Et on rejoint la question qu'on évoquait tout à l'heure. Le déficit social des politiques conduites pendant le premier quinquennat a provoqué aussi un profond désintérêt dans les parties les moins aisées de la population, qui ont l'impression, même avec les discours démagogiques du Rassemblement national, que leurs préoccupations ne sont pas prises en compte. Pour moi, il faut le prouver, ça, parce que s'ils étaient vraiment mobilisés, s'ils étaient d'accord avec cette idée-là, ils seraient mobilisés ou pour la NUP, pour Mélenchon, ou pour Marine Le Pen. Ils ne l'ont pas fait. Mais vous arrivez. Il n'y a pas eu de sursaut entre les deux tours. Vous n'arrivez pas à intégrer le fait que les gens sont à ce point déçus qu'ils ne font plus confiance à personne. À personne. À droite, à gauche, et même dans les propositions populistes ou démagogiques. Ils n'y s'y retrouvent. Sauf, François, qu'ils ont voté à la présidentielle. La présidentielle, l'abstention, elle est à 28%. Ça n'a rien à voir avec celle-là. Oui, mais je rappelle que l'abstention de la présidentielle était le niveau le plus élevé qu'on ait connu à une présidentielle depuis 2002. Donc, l'érosion de la participation est une constante à toutes les élections, régionales, enfin locales, régionales, municipales. Mais là, maintenant, aux législatives et même à la présidentielle, elle n'était pas formidable, cette participation. Emmanuel Macron a été légitimement élu. Il ne s'agit pas
de discuter quoi que ce soit à partir des chiffres de la participation, mais quand un quart des Français s'abstient à la présidentielle, vous avez évoqué les 28%, quand un quart des Français s'abstient à la présidentielle, c'est quand même la preuve qu'un Français sur quatre, en l'occurrence, ne s'est pas retrouvé dans cette élection maire dans la vie politique française. Donc le problème demeure. Si vous voulez, bon, alors maintenant, envisageons un peu. Ne se produit jamais d'un coup, mais depuis 30 ans, on constate cette usure profonde de l'intérêt des Français pour des scrutins nationaux, régionaux ou locaux. Alors maintenant, d'après vous, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'au fond, on peut dire, vous disiez ça un peu ce matin, on peut dire, Emmanuel Macron nous a dit sans arrêt qu'il allait se renouveler, qu'il allait se réinventer. Il a dit ça plusieurs fois, au moment du Covid, et il a dit ça il n'y a pas longtemps. Finalement, les gens l'ont pris au sérieux en disant, mais écoute, voilà, on va te donner une nouvelle configuration. Est-ce qu'on n'en est pas là? Il est bien forcé de se réinventer là, non? Je ne sais pas quel était le calcul profond. Ah, il n'y a pas forcément calculé ça, mais de fait, c'est ce qui se produit. Oui, mais de fait, il va devoir se réinventer. Mais regardez la configuration, et là on va faire un peu d'arithmétique, il n'a qu'une majorité relative. La seule ressource dont il dispose pour obtenir une majorité absolue, c'est que la droite, les Républicains et l'UDI en l'occurrence, acceptent de soutenir sa politique. Il n'a que ça comme solution. Sauf à fabriquer des trucs avec une partie des socialistes qui seraient déçus par des écologistes. Mais cette hypothèse, elle est extrêmement fragile. Aujourd'hui, portée par sa dynamique unitaire, la gauche va durer au moins un temps de manière cohérente. Donc, sa véritable ressource, quand on regarde le paysage, sa véritable ressource, c'est obtenir un soutien des Républicains. D'ailleurs, il n'aura pas... Alors, les responsables des Républicains ont fait grise mine hier et ont exclu cette hypothèse en refusant de devenir une force d'appoint. C'est du déclaratif au soir du second tour. Mais la dynamique et le débat va se poursuivre à droite. Plutôt que de finir complètement effacé du jeu politique, de ne pas participer à la gestion des affaires pour un parti de gouvernement comme les Républicains, c'est un vrai problème. 15 ans de cure d'opposition, c'est l'annonce de la disparition de cette formation politique. Donc la tentation va être très forte. D'ailleurs, des gens comme Jean-François Copé envoient il dit clairement sens d'organiser un soutien raisonnable et raisonné à la politique d'Emmanuel Macron. Le seul recours lisible pour l'instant pour Emmanuel Macron, c'est de trouver chez les Républicains les soutiens qui lui manquent pour obtenir des majorités pour faire passer ces textes. Sur le plan idéologique, il ne devrait pas y avoir de problème, puisque la retraite à 65 ans devrait faire un consensus à droite, puisque la droite, globalement, est favorable à la réforme des retraites. Donc, sur le plan idéologique, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Il y aura des résistances de personnes, des jeux tactiques des uns et des autres, pour ne pas entrer dans cette logique, mais vraisemblablement, ce scénario est quand même le plus crédible et le plus probable. Mais si on prolonge la courbe, quels vont être les effets sur la politique du gouvernement? Incontestablement, à l'issue du quinquennat, Emmanuel Macron, d'ailleurs les urnes le disent, aurait dû rééquilibrer sa politique, faire ce qu'il avait annoncé en 2017, ni de droite ni de gauche. Or, il a fait, pendant son premier quinquennat, essentiellement une politique de droite. Sauf que dans la configuration qu'on vient de décrire, le soutien de la droite l'obligera à renforcer cette propension et non pas à rééquilibrer. Donc, on va avoir un débat durci sur le clivage droite-gauche, puisque les soutiens viendront principalement de droite. Et ça, sur le plan politique et la signification profonde de cette élection, c'est que le mythe ou la création d'Emmanuel Macron, ni de droite ni de gauche, et de droite et de gauche en même temps, sur tous les sujets, est en train de s'effondrer. Emmanuel Macron, à cause de cette nouvelle configuration politique, est obligé de choisir et il va être obligé de dire explicitement ce qu'il fait. Il va être contraint de sortir de l'ambiguïté qui a marqué son premier quinquennat. Et d'une certaine façon, ces élections sont dramatiques pour la vie politique française, mais elles produisent quand même un effet certain et utile pour le débat politique, une clarification des positions. On va sortir de l'ambiguïté et je pense que l'échec d'Emmanuel Macron est dû à la fois à l'ambiguïté de son discours, mais aussi à sa stratégie d'évitement du débat
déjà pendant la campagne présidentielle au motif de la crise internationale. Et depuis qu'il a été élu président, dans la période de latence, en tardant à nommer le gouvernement et en ne clarifiant pas avant les législatives la nature de la politique qui conduirait à l'issue du scrutin. C'est la fin de l'ambiguïté. Ben, comment s'en plaindre, puisqu'on a vu que cette ambiguïté ne permettait pas au débat et ne permettait en tous les cas pas de mobiliser les Français. On le voit dans l'abstention. Et puis, d'un autre côté, a fait passer le Front National de 7 ou 8 élus à 89 90. Élus. 90 élus. Ouais. Donc, c'est quand même pas de la tarte, comme on dirait. Oui, c'est un relatif échec. Oui, mais quand tu parlais d'ambiguïté, en fait, l'ambiguïté, c'est tout le projet de Macron, ni droite, enfin, pas ni droite ni gauche, un peu de droite et un peu de gauche. Une position centrale qui était au départ, qui est pas stupide, parce qu'on se rendait bien compte au moment de Hollande que les politiques étaient les mêmes. L'idée de départ n'est pas fausse. On va tomber d'accord, vous et moi, ce rééquilibrage était souhaitable, mais encore fallait-il le faire. Sauf que ça n'a pas fonctionné. Au terme du quinquennat, si on fait le bilan, personne ne soutiendra que la politique conduite pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron était équilibrée sur ce plan-là. Elle était parfaite. Je ferai juste remarquer qu'on est dans un pays où quand même 56% du PIB vont aux dépenses de l'État. C'est quand même pas, on peut dire qu'on est État libéral. Quand on parle d'ultralibéralisme en France, on est quand même à côté de nos pompes. On parle d'autre chose. Mais je suis prêt à concéder ça. Mais ouais, la perspective s'est produite aussi à cause de la crise du Covid. C'est-à-dire, à partir du moment où, pour résister à la crise sanitaire, on a lâché les finances publiques, ben évidemment, ça donne le sentiment d'un fort investissement. Il faut remonter plus loin et aux politiques conduites avant la crise sanitaire. La crise de l'hôpital est aujourd'hui une crise aussi des moyens mis sur l'hôpital. Oui, mais elle date de 40 ans, c'est pas Macron, c'est 40 ans ça. Ça ne s'est pas arrêté quand Emmanuel Macron est pas arrivé. Arrêté, on est d'accord. Il a continué à prolonger cette courbe dont on voit bien les effets délétères. Et d'une certaine façon, sa conception de la gestion sanitaire avait... Personne en France ne souhaite que l'hôpital ressemble à la gestion privatisée des EHPAD telle qu'on l'a connue avec les crises repérées. Là. Il y a dans l'activité du service public, si en France on a un système de santé certes fragilisé, mais quand même globalement performant, c'est au crédit des politiques sanitaires conduites avec un fort engagement de l'État depuis plusieurs décennies. On ne peut pas balayer ça d'un revers de main au nom de la nécessaire modernisation. Je ne suis pas hostile aux modernisations, mais les modernisations doivent tenir compte des grands équilibres et de la nécessité de protéger toutes les classes sociales sur la question sanitaire, sur la question de l'éducation, sur toutes les questions sociales. Ouais. Bon, sauf qu'il faut pouvoir se le payer. Mais enfin, bon, ça, c'est un autre débat. Écoutez, mais parce qu'en Allemagne, par exemple, les gens payent 10 € chaque fois qu'ils vont voir un médecin. En France, c'est un scandale. Ça, personne ne trouverait ça scandaleux. Ouais, en tous les cas, c'est des éléments qui peuvent être sur la table. Mais quand on analyse, par exemple, les dérives de la privatisation des EHPAD, ce n'était pas la question de l'acceptation par les résidents de participer au financement de la dépendance, mais c'était tout un système particulièrement pervers avec ses effets parfaitement décrits. Oui, non, mais là, on a vérifié que ça ne marche pas. Quoi. Voilà, ça ne marche pas, c'est ce que je suis en train d'essayer. Mais je pense qu'effectivement, le critère, est-ce qu'il marche, que ça ne marche pas? Parfois, le privé peut marcher, parfois, ça ne marche pas. Mais on est bien d'accord, on est bien d'accord. Je ne suis pas en train de défendre l'Union soviétique. Non, quand même pas. Non. Je suis en train de vous dire que il y a des équilibres dans la société qu'il faut mais tenter. C'est ce qu'il cherchait. Évidemment, il n'a pas trouvé. Mais maladroitement, vous êtes bien d'accord. Bon. Et en tous les cas, il n'a pas convaincu les Français. Oui, c'est clair. Mais finalement, alors, est-ce que vous êtes finalement pour la suite? C'est pas si dramatique que ça. Ce matin, les titres de la presse sont très alarmistes. Ingouvernable, c'est impossible. Bon, qui est une gifle à Macron peut-être, mais est-ce que c'est aussi grave que ça, ce qui s'est passé? Est-ce que c'est impossible de gouverner aujourd'hui? Non, mais on peut dire que ça va être compliqué et qu'il faudra faire preuve de beaucoup d'intelligence, de beaucoup de sens de la mesure et beaucoup d'abandon des positions jupitériennes quand on est
en train de rechercher des soutiens. Ouais. On ne peut pas s'installer au sommet de la pyramide et dire je veux que ça soit comme ça. Ouais. Quand on a besoin de négocier, on négocie, on passe des compromis, on recherche des consensus. Et je ne veux pas insister lourdement, mais sur le plan de la méthode, c'est un changement radical des pratiques d'Emmanuel Macron. Mais c'est plutôt bien, c'est plutôt intéressant, on va dire ça. Ben voilà, je vous reconnais là, Jean-Luc, on trouvera toujours des raisons d'espérer. Et je partage votre point de vue. Rien n'est foutu, mais il faudra faire preuve d'intelligence. Mais moi, je me réjouis que pour améliorer les choses, on choisisse des voies équilibrées et intelligentes pour sortir des impasses politiques constatées à l'occasion de ces législatives.